Vous savez, je vois la vie comme un véritable jeu, où il n'y a pas de temps mort, pas de remplacement, et l'horloge tourne en permanence. J'aimerais vous donner des idées de haute performance qui sont communes chez les personnes qui réussissent de manière hors du commun. Et il y a 5 attitudes gagnantes que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, à garder pour le reste de votre vie. Dans cet épisode, vous allez découvrir 5 attitudes mentales pour réussir. Cet épisode sera clairement une masterclass de plus à ajouter à cette chaîne YouTube qui en a bien besoin, parce que ça fait quelque temps effectivement qu'on n'a pas publié. Pour résumer en 2 mots, on a travaillé sur des contenus hors YouTube où on peut aller un peu plus en profondeur. D'ailleurs, si vous voulez participer au challenge Transformation 4 jours pour apprendre à reprogrammer votre subconscient, le lien est dans la description. Et pour ceux qui veulent plus de contenu journalièrement, je vous donne rendez-vous sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description. Bon, dans cet épisode, Dennis Waitley, un pionnier du développement personnel considéré comme l'un des plus grands experts dans la psychologie de la réussite, et bien dans cet épisode, il va vous donner le mode d'emploi qui vous permettra de réveiller le gagnant qui dort en vous. Petit point important, n'oubliez pas où que vous en soyez dans la vie actuellement. Vous êtes soit dans une spirale vicieuse, où chaque jour vous enfonce un petit peu plus profondément dans la merde, ou soit dans une spirale vertueuse, qui vous rapproche petit à petit de la vie que vous méritez. C'est prouvé scientifiquement. Plus vous gagnez, plus vous gagnerez. Et plus vous perdez, plus vous perdrez. Alors si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, prenez simplement une petite demi-heure pour regarder cette vidéo et de quoi prendre des notes. Croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. J'ai découvert que chaque jour est une finale du Super Bowl. Chaque jour est une finale olympique. Chaque jour est une Ligue des Champions. Chaque jour est une grande finale. La vie est un vrai jeu. Et les gagnants dans la vie, vous savez, ils sont comme vous. Ils ne se plaignent jamais. Ils finissent 4e épuisés mais surexcités parce qu'ils étaient 5e la dernière fois. Les gagnants traitent les animaux comme des gens, et les gens comme des frères et sœurs. Les perdants critiquent tout le monde et les rabaissent à leur niveau misérable, parce que la misère aime la compagnie. Un perdant est une personne dans ce pays abondant qui aimerait ressembler, ou gagner autant, et prendre des congés comme quelqu'un qui réussit, mais ne fait rien pour devenir cette personne. Il se contente d'espérer. Un spectateur de la vie ne serait pas ici, et ne regarderait pas cette vidéo. Ils sont trop occupés à fuir les objectifs qu'ils ne se sont jamais fixés et les rôles qu'ils ne peuvent pas s'imaginer jouer. Contrairement aux gens comme vous, qui semblent obtenir ce qu'ils veulent en donnant aux autres ce dont ils ont besoin, d'une manière très naturelle et fluide. Je pensais que gagner était une question de talent, mais le monde est plein de perdants talentueux. Je pensais que gagner était une question d'éducation, alors j'ai rempli mon bureau de diplôme, étant incapable de me connecter aux gens. Mais c'est dehors qu'on gagne. L'école n'est jamais finie pour un professionnel, vous continuez à apprendre. Je pensais que gagner dépendait de l'apparence, mais j'ai découvert des gens qui n'avaient l'air de rien et qui se révélaient être incroyables. Je pensais que c'était dû aux conditions de départ, mais j'ai découvert tant de gens qui avaient tout pour bien commencer et qui finissaient avec rien à la fin. D'autres n'avaient rien au départ et ont tout raflé au final. J'ai découvert que gagner repose entièrement sur votre attitude. Tout est dans votre manière de voir les choses. Votre attitude est soit le verrou, soit la clé qui ouvrira la porte de votre succès. Elle vous enferme ou elle vous ouvre la voie. Et j'aimerais vous donner les attitudes et les actions qui font de quelqu'un un véritable gagnant dans la vie. J'aimerais vous donner ces idées de haute performance qui sont communes chez les personnes qui atteignent une réussite hors du commun. Et il y a 5 attitudes gagnantes que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui pour le reste de votre vie. La première attitude gagnante que j'ai découverte, c'est d'avoir une conscience positive de soi. À quoi bon être motivé par un rêve si vous ne le voyez pas pour vous-même, si vous ne reconnaissez pas votre potentiel? Nous nous sous-estimons depuis que nous sommes enfants. Vous voyez, nous nous sommes associés à nos erreurs. Quand mes enfants se comportaient bien, c'était naturel. Je ne disais rien. Mais quand ils se comportaient mal, j'étais le premier à les critiquer, à pointer du doigt leurs erreurs. Et ils ont commencé à s'identifier à leurs erreurs, plutôt qu'à leur succès. Et ils ont renforcé ce qu'ils n'allaient peut-être pas chez eux. Vous ne dépassez jamais les limites que vous vous imposez. Vous ne faites que fixer de nouvelles limites dans lesquelles vous devez vivre. Les habitudes commencent comme de simples idées. Des toiles d'araignée, fragiles au début, puis avec la pratique, elles deviennent comme des câbles incassables qui renforcent ou enchaînent une vie. Les limites humaines sont auto-imposées. Les gens disent si j'avais le temps. Ray Kroc, 54 ans, vendait des gobelets en papier. Les arches dorées de McDonald's. Il a commencé à 54 ans.
Grandma Moses a peint son premier tableau à 75 ans. Et ensuite, elle a peint entre 500 et 700 chefs-d'œuvre après 75 ans. J'ai toujours aimé George Burns. Je ne peux pas mourir, j'ai des engagements. Si ce n'était pas à cause du temps, nous avons le temps. Si ce n'était pas à cause de l'argent, si seulement j'avais de l'argent. Rappelez-vous, vous vous souvenez de ce bon vieux Walt. Je vais vous dire quel genre de loser c'était. Walt Disney, vous plaisantez. Il était en faillite pour la 2e fois. Vous imaginez le genre de courage que cela demande. Il avait une marionnette à main appelée Steamboat Willie. Il parlait avec cette voix aiguë. Il a été la première voix de Mickey Mouse. Et j'ai une offre pour vous. Je peux vous donner des dessins animés à publier pendant des films muets. Dégage d'ici, Walt. Encore une de ses idées à dormir debout. Mais il croyait dans ses rêves, alors qu'il n'avait qu'un rêve auquel s'accrocher. Il était aussi génial quand il était fauché avec une marionnette qu'il l'était à l'ouverture de Disneyland et Disney World. L'argent coule simplement vers les grandes idées et la persévérance. Et vous et moi obtiendrons l'argent, parce qu'il viendra à nous si nous travaillons. Si ce n'était pas à cause de vos circonstances. Je pense à une femme dans l'histoire, d'âge moyen, du Midwest, venant du Garment District aux États-Unis. Elle est allée avec son mari dans un kibbutz. Ils avaient des problèmes conjugaux et ont divorcé. Elle avait un chignon et des bas roulés. Pas si belle à l'extérieur, mais à quel point brillante et belle à l'intérieur était Golda Meir, l'une des plus grandes femmes, première ministre du monde. Une grand-mère, avec un chignon et des bas roulés. Peu importe vos circonstances. Vous et moi avons ça, et c'est de ça qu'il s'agit dans la conscience de soi positive. De ne pas voir les limites, et de comprendre que nous sommes ceux qui nous limitons. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, la comparaison est le plus grand voleur de joie. Je vais vous prouver que la comparaison, autrement dit vraiment le fait de se comparer aux autres, n'a absolument aucun sens. Prenons justement l'exemple de Ray Kroc. Imaginez un instant que le fondateur de McDonald's, à 52 ans, en 1955, se soit dit « Je suis foutu, j'ai 52 ans, je suis qu'un petit vendeur misérable de machines à milkshake qui gagne à peine de quoi vivre. » Alors que des jeunes comme David Packard, fondateur de l'entreprise HP, à 30 ans, généraient déjà plus de 5 millions de dollars par année. J'ai 20 ans de plus et je ne suis qu'un petit vendeur de machines à milkshake de merde. Mais au final, avant de mourir, il pesait 500 millions de dollars, alors qu'il aurait pu tomber dans le jeu dangereux de la comparaison et finir abattu en se comparant à une personne qui avait réussi à peine 30 ans, donc 22 ans plus tôt que lui. Morale de l'histoire, ne vous comparez pas et avancez simplement sur votre propre chemin. Ça pourrait vous mener beaucoup plus loin que vous le pensez. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la comparaison ne motive pas. Au contraire, elle génère du stress, de la jalousie, un sentiment d'infériorité, de la dépression et du doute de soi. Et le pire, c'est qu'elle est toujours basée sur des apparences trompeuses. Par exemple, vous vous comparez à votre ami qui a l'air d'être heureux en couple, alors que vous êtes célibataire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que sa femme est infidèle et qu'elle couche avec Mamadou, le voisin. T'es en train de me dire que c'est une tu l'as dit. Ou sinon, vous vous comparez à un jeune qui a fait fortune, alors que vous galérez à boucler les fins de mois. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il va mourir d'un accident de voiture dans 2 semaines. C'est un exemple. Mais cela démontre que la comparaison, qui mène souvent à la jalousie, est simplement mal placée et impertinente. Vous ne savez pas de quoi est fait demain, et si les personnes avec qui vous vous comparez sont vraiment heureuses ou bien dans leur peau. Et d'ailleurs, ce n'est pas votre problème, parce que votre but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais simplement un peu meilleur que la veille. Qu'est-ce qui nous retient dans la vie? Je vais vous le dire. Pour moi, ça a été mon estime de moi. Et c'est la deuxième attitude pour gagner. Si je pouvais offrir aux enfants du monde une boîte pour Noël à chaque jour, je leur donnerais une grande boîte d'estime de soi. Et ils l'ouvriraient et verraient que ce n'est pas important ce que vous portez, qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous possédez ou ce que vous conduisez. C'est ce que vous ressentez à propos de vous-même à chaque instant qui compte. L'estime de soi, c'est ce sentiment profond de votre propre valeur. Et c'est pourquoi, en tant que deuxième attitude gagnante, c'est à mon avis la qualité la plus importante. C'est l'internalisation de la valeur. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez fait la semaine dernière, et peu importe ce que vous ferez demain, ce qui compte, c'est ce que vous ressentez à propos de votre potentiel. C'est ce sentiment. Il n'y aura jamais un être humain plus important qu'un autre, en fonction de ce que vous possédez et de votre apparence ou de ce que vous faites. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez à propos de vous-même. Et c'est la chose la plus importante, l'internalisation de la valeur, des standards internes. Sans vous comparer ni vers le bas, ni vers le haut, avec quiconque. Utilisez la compétition pour rester honnête, maintenir la qualité et des prix corrects.
mais fixez vos propres standards, tout en offrant vos victoires aux autres. Les 3 plus grandes peurs que j'ai rencontrées dans la vie sont d'abord la peur du rejet, qui est la plus grande peur que quiconque puisse avoir. Cette peur est plus grande que n'importe quoi. La peur d'être ridiculisé devant un groupe de semblables. Pourquoi pensez-vous que la pression est si forte chez les jeunes pour qu'ils s'habillent, agissent et ressemblent à un certain modèle? Et cela persiste à l'âge adulte. Nous sommes tous pareils. Nous avons peur que les autres se moquent de nous. C'est pourquoi en maternelle, les enfants lèvent la main sans se soucier d'avoir tort ou raison. Ils veulent juste répondre à tout. Dès que vous arrivez en 4e, vous commencez à vous inquiéter des ricanements et d'avoir tort. En arrivant au lycée, vous vous dites « je ne réponds plus ». Et quand vous êtes adulte, vous jouez toujours la sécurité avec les mêmes amis qui partagent les mêmes croyances. Et c'est ainsi que ça fonctionne. La peur du rejet devient la peur du changement. Je ne veux pas changer et montrer l'exemple. Je pourrais être critiqué, je pourrais être ridiculisé. Et cela devient la peur du succès. Et tout au long de ma vie, la chose dont j'ai eu le plus peur, c'est de réussir, de gagner. Vous savez pourquoi? Parce que d'où nous venions, qui nous étions et comment c'était, ça ne semblait pas fait pour nous. Et donc, j'ai limité mon potentiel. Vous et moi n'avons pas peur d'être rejetés, car nous savons une chose à propos de l'estime de soi. Vu que l'estime de soi n'a rien à voir avec la performance et tout à voir avec le potentiel, vous et moi pouvons séparer ce que nous sommes de ce que nous faisons. Et la chose que vous apprenez avec une haute estime de vous dans la vie, c'est de ne jamais emporter vos échecs avec vous. L'échec doit être laissé là où il s'est produit, considéré comme une expérience d'apprentissage. Une étape plutôt qu'un obstacle. Une simple gêne temporaire. J'ai découvert une manière de distinguer un futur gagnant d'un futur perdant. C'est la façon dont il projette sa valeur. On projette toujours à l'extérieur ce qu'on ressent à l'intérieur. Je sais que je le fais, je ne peux pas le cacher. Je ne suis pas le plus beau du groupe, mais je fais de mon mieux pour être présentable dans le groupe. Je ne porte pas les vêtements les plus chers, mais ils sont propres et repassés la plupart du temps. Et vous projetez toujours à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous ne pouvez pas le nier ou y échapper. J'arrive à voir, en moi et chez les autres, la capacité à accepter ou pas un compliment et la manière dont ils démontrent leur valeur aux autres. Quand les gens me disaient des choses gentilles, je renvoyais toute la valeur qu'ils m'avaient donnée. C'est un indice facile. Rejet de la valeur ou acceptation de la valeur. Magnifique costard, Denis. Et je répondais, ah, arrête, je vais le donner à une charité. Il disait, on t'a apporté un cadeau pour ton anniversaire. Je répondais, vous n'auriez pas dû, vous avez trop dépensé. On le sait, mais on voulait juste tester ta valeur. Ils m'ont dit merci beaucoup pour ce que tu as fait pour notre fils. Et j'ai répondu que ce n'était rien. Ils m'ont dit, on lui dira ça, pour toi. Pourquoi quelqu'un, lorsqu'il reçoit un compliment, le refuserait-il? Actuellement, j'apprends à regarder les gens dans les yeux et à maintenir le regard. J'apprends à serrer la main et à me présenter. Et que tout va bien. J'apprends à projeter ma valeur aux autres. J'apprends à ne jamais commencer par une excuse. Je n'émets plus d'excuses en arrivant. J'essaye de donner de la valeur aux gens et d'accepter celle qu'ils me retournent. L'estime de soi, c'est la qualité la plus importante. Ce sentiment de n'avoir aucune limite. Votre estime de vous-même est un peu l'équivalent d'une étiquette de prix sur un article que vous pouvez trouver en magasin. Le prix sur l'étiquette ne reflète pas vraiment la valeur réelle de l'article, mais pourtant, les gens associent toujours une plus grande valeur à un article coûteux qu'à un article à bas prix. Comme dans un magasin, les gens autour de vous sont souvent influencés par l'étiquette de prix que vous avez choisi de porter. Si vous vous sous-estimez, vous affichez un prix bas, et les autres auront tendance à vous percevoir de la même manière. Ils vous renverront cette sensation multipliée, et ça renforcera une basse estime de soi. Mais cette dynamique fonctionne aussi dans l'autre sens. Lorsque vous augmentez votre estime de vous-même, vous augmentez l'étiquette de prix que vous affichez. Ce qui se passera, c'est que les gens qui vous entourent commenceront à vous donner plus de respect et de considération. Et cela renforcera votre estime de vous. Rappelez-vous de ça, vous êtes soit dans une spirale vicieuse ou vertueuse. Mais la stagnation n'existe pas. Prenons l'exemple de Rosa Parks. En 1955, dans une société dominée par les lois ségrégationnistes imposées par les Blancs, Rosa Parks a refusé de céder sa place dans un bus à un passager blanc. Selon les lois de ségrégation de l'époque, les Noirs devaient s'asseoir à l'arrière du bus et céder leur place aux Blancs si nécessaire. Mais bien sûr, elle a refusé. Par cet acte, elle a affirmé sa propre valeur dans un monde qui la sous-estimait. En choisissant d'afficher une étiquette de prix élevée, elle a non seulement renforcé sa propre estime d'elle-même,
Mais elle a aussi incité la population à lui refléter une valeur à la hauteur de sa grandeur. Son acte de défiance a contribué à transformer la perception de toute une nation, qui a fini par reconnaître la dignité et les droits des Afro-Américains. Rosa Parks a prouvé que lorsque vous savez ce que vous valez, vous pouvez influencer la manière dont les autres vous perçoivent, et même changer le cours de l'histoire. La troisième attitude gagnante, selon moi, est la maîtrise positive de soi. L'idée que la vie est un projet divin que l'on réalise pour les autres et pour soi-même. Et je peux en assumer le crédit ou le blâme, car je deviens petit à petit celui que j'ai décidé d'être. Je n'avais jamais compris ça jusqu'à récemment. Je n'ai jamais dit un mensonge qui ne soit revenu me mordre plus fort que ce que j'avais dit à la légère. C'est le boomerang infaillible, la loi de cause à effet. Ce qu'on donne nous revient. Et c'est le cas. La responsabilité. Les êtres humains, les plus sains, les plus heureux et les plus déterminés, sont ceux qui croient qu'ils exercent un certain degré de contrôle sur les résultats qu'ils obtiennent dans leur vie, par les choix qu'ils font. Il n'y a pas de liberté sans action responsable. La vie est un choix, et nous faisons des choix en fonction de notre façon de penser. J'avais besoin de comprendre ça. Je ne le savais pas avant. Je pensais que j'étais juste une victime du système à ma manière. Mais j'ai décidé d'en sortir, et ce que j'ai décidé de faire, c'est d'étudier les personnes qui font les bons choix. Les personnes les plus saines. J'ai appris une chose. Le temps est le seul employeur qui offre des chances égales à tout le monde. Vous contrôlez ce que vous faites de votre temps, la manière dont vous choisissez d'utiliser vos pensées. Vous contrôlez vos contacts, avec qui vous traînez. Ceux que vous choisissez comme modèle, c'est de votre ressort. Vous contrôlez vos concepts, ce à quoi vous pensez. Vous contrôlez vos causes, ce que vous répétez sans cesse et qui devient votre raison d'être. Vous contrôlez votre communication, la manière dont vous parlez et ce que vous dites. Vous contrôlez vos engagements, combien de temps vous consacrez à chaque chose. Vous contrôlez vos préoccupations et comment vous réagissez. Les perdants laissent les choses arriver, les gagnants les font arriver. Les perdants voient les tempêtes, les gagnants voient les arcs-en-ciel. Les perdants voient des routes glacées, les gagnants chaussent leurs patins à glace. Les perdants tentent leur chance et les gagnants prennent des décisions. Tout dépend de la manière dont vous choisissez de penser. Vous devenez ce à quoi vous pensez, la plupart du temps. Et la plupart du temps, vous et moi, nous pensons à la réussite, au succès, aux opportunités positives, et nous contrôlons tout ça. Selon l'auteur James Allen, que j'apprécie particulièrement, il y a 3 leçons à mettre en place pour atteindre la maîtrise de soi positive. Les 3 leçons sont, pour la première, la maîtrise du corps, ensuite la maîtrise de la parole, et pour finir, la maîtrise des désirs et des impulsions. Pour la maîtrise du corps, il va falloir se libérer de 2 vices. Le premier vice, c'est la paresse, et le deuxième vice, c'est l'excès. Autrement dit, l'incapacité d'être modéré. D'ailleurs, James Allen recommande de suivre ces étapes dans l'ordre. La leçon numéro 2, c'est la maîtrise de la parole. Et là encore, il va falloir se débarrasser de plusieurs vices. Le premier vice, c'est la médisance. Le deuxième, le bavardage inutile. Ensuite, discours agressif et cruel. On continue avec le manque de sérieux et les paroles irrespectueuses. Et pour finir, la critique constante. En gros, pour la plupart des gens, vous n'aurez plus grand chose à raconter. Et pour la troisième leçon, il ne s'agit pas de se libérer de plusieurs vices, mais de cultiver différentes vertus. Selon James Allen, les 3 vertus à développer sont les suivantes. Faire son devoir de façon désintéressée, agir avec honnêteté et intégrité, et atteindre un pardon sans limite. Pour la première vertu à développer, faire son devoir de façon désintéressée, je trouve que l'analogie qui fonctionne le mieux, c'est de réaliser que lorsque vous faites un travail, vous n'êtes pas la personne qui fait le travail, mais le canal à travers lequel l'information est donnée. Ne faites pas ce que vous faites pour le paraître, mais faites-le pour le faire de la meilleure façon possible. Soyez sincèrement investi dans l'idée, dans l'art, dans ce que vous faites, et oubliez-vous dans cet acte. Le but d'une œuvre, un travail ou quoi que ce soit ne devrait jamais être de mettre en avant la personne qui a fait le travail. Pour la deuxième vertu qui est d'agir avec honnêteté et intégrité, je pense que j'ai pas besoin d'élaborer sur ce point. Souvent on croit qu'il est nécessaire de mentir pour arriver à nos fins, mais la plupart du temps c'est faux. Et vous serez étonné de voir à quel point les gens sont prêts à vous accepter tel que vous êtes. Et pour finir, la dernière vertu à développer, le pardon sans limite. Rappelez-vous simplement que vous ne pardonnez pas pour eux, mais vous pardonnez pour vous. La prochaine attitude gagnante, c'est que si vous contrôlez vos pensées, où est-ce que vous les dirigez? Vous les dirigez en termes du soi imaginé. Et le point suivant est une image de soi positive, qui n'est rien d'autre en fait qu'un objectif. Car un objectif est une image de vous-même en action. Et quand je réfléchis à ça, je comprends ce qui m'est arrivé. Car votre image de vous-même
provient principalement de la conversation que vous avez avec vous-même. Savez-vous que nous nous parlons à nous-mêmes à un rythme de 400 à 600 mots par minute quand nous sommes éveillés? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous parlez? Salut, ça va être encore une bonne journée. Ça va être une excellente journée pour moi. Encore un lundi déprimant. C'est vendredi. Heureusement, c'est vendredi. Merci, c'est enfin lundi. Merci pour aujourd'hui. Avec ma poisse, je savais que j'échouerais. Je voulais me présenter pour ce job, mais il y avait une file d'attente jusqu'en bas de la rue. Ça marchera pour toi, mais pas pour moi. Je danse bien, je ne retiens jamais les prénoms. Je ne suis pas bon avec les chiffres. Mon signe astrologique est Lion. C'est comme ça que nous nous parlons. Notre image de nous-mêmes est plus influencée par notre discours intérieur que quoi que ce soit d'autre. Vous êtes le juge de votre cours suprême. La conversation la plus importante que vous aurez jamais est celle que vous avez à votre sujet, avec vous-même. Et elle crée des images, des impressions, des sensations, des concepts qui influencent vos objectifs une fois implantés. Les habitudes commencent comme des fragiles toiles d'araignée, puis avec la répétition, elles deviennent des câbles incassables. Savez-vous que les gens se font une opinion de vous en fonction de votre propre opinion de vous-même? Ils n'ont pas le temps de vérifier, ils écoutent simplement ce que vous dites. Et parmi tout ce que nous disons, il faut que nos paroles soient dirigées vers une cible très spécifique. Parmi tout ce que je sais, si vous ne vous battez pas pour quelque chose, vous tomberez pour n'importe quoi. Si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez quelque part ailleurs, et vous ne reconnaîtrez pas cet endroit en arrivant, car vous n'avez jamais prévu d'y aller. Les personnes les plus spécifiques dans la vie semblent toujours atteindre un objectif, car l'esprit est le plus merveilleux des ordinateurs biologiques jamais créés. Le docteur Frankl a compris que les personnes qui vivaient le plus longtemps, qui avaient traversé des années difficiles, étaient celles qui avaient des obsessions magnifiques, qui étaient accrochées à un objectif merveilleux. On obtient toujours ce à quoi nous pensons de manière dominante, et on progresse toujours en direction de cela. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous éloigner d'une idée. Vous ne pouvez que vous rapprocher de la pensée dominante. Et parmi toutes les choses à ne jamais vous dire, ne vous dites jamais ce que vous ne voulez pas qu'il se produise, ce que vous ne voulez pas être, ce que vous ne voulez pas voir se répéter. Ne vous dites jamais quel poids vous ne voulez pas faire. Ne dites jamais à vos enfants « Rangez votre chambre, bande de porcs ». Je le faisais. « Rangez votre chambre, bande de porcs ». Ils répondaient « Je disais « Oui, rangez-moi cette porcherie ». Ils la rangeaient et le lendemain c'était le bordel. Ils savaient qui ils étaient. Pourquoi motiver quelqu'un sur la base de l'inverse d'une idée? Pourquoi vous diriez-vous quoi que ce soit d'autre que l'endroit où vous voulez aller est la personne que vous voulez être? Je pèse tant de kilos. Je suis en forme et mince. Je sens mon corps devenir plus fort. Je réalise mes objectifs financiers. Pas ce que je ne veux pas être, mais ce que je veux être. C'est la pensée dominante des gagnants. Si vous voulez concrètement faire un pas en avant dans la bonne direction, selon moi, la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à reprogrammer votre subconscient. La reprogrammation du subconscient est selon moi la meilleure façon de transformer votre discours intérieur et votre vie. Car ce discours intérieur dicte les résultats que vous obtenez dans votre vie. Donc si vous voulez sortir de cette spirale de consommation de contenu sur les réseaux, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur sonnycourt.com/formation. Ça reste du contenu, mais c'est beaucoup plus axé pratique, plus que juste théorique. Sur la page formation, vous trouverez nos formations qui commencent par le niveau 0, où vous apprenez vraiment les bases dans le challenge transformation en 4 jours. Ensuite, il y a Esprit subconscient, le niveau 1, et Manifeste, le niveau 2. Et comme vous pouvez le voir, on fait une offre exceptionnelle sur Neuroia, une formation en pré-vente qui vous apprendra à reprogrammer votre subconscient grâce à l'intelligence artificielle. Et la pré-vente est disponible uniquement jusqu'à la fin de l'année. La dernière clé est probablement l'une des plus importantes de toutes. C'est le trait le plus identifiable chez un être humain qui réussit. Identifiable parce que vous pouvez la sentir, la goûter, la toucher, la voir, avant même que ça arrive. Cette clé s'appelle l'anticipation positive. La prophétie autoréalisatrice. Vous n'obtenez pas nécessairement ce que vous voulez dans la vie, mais à long terme, vous obtenez ce à quoi vous vous attendez. C'est parce que le psyché ou l'esprit contrôle le corps. Ce que l'esprit imagine, le corps le manifeste. L'esprit contrôle le corps. L'esprit contrôle les choix. L'esprit contrôle l'argent. C'est l'esprit qui compte. Quand l'esprit parle, le corps écoute et agit en conséquence. Je peux défendre cette idée plus facilement que jamais. Le vaudou, c'est ce qu'on appelle le pessimisme. C'est une croyance négative. Le vaudou est ce en quoi croient les gens qui s'attendent à ce que le pire se produise. Et c'est souvent le cas. C'est l'épingle dans la poupée. C'est l'anticipation de la maladie. C'est aussi l'anticipation du pire. Et ça a un effet physiologique, puissant, sur notre corps
et sur notre vie. On m'a raconté une histoire où un sorcier jouait à faire tourner un os. Vous vous souvenez quand on jouait à faire tourner la bouteille et qu'on avait un baiser? Là, on fait tourner l'os, et l'os désigne un indigène. L'indigène pointé se dit « Oh mon Dieu, c'est la fin, je suis foutu. » Et c'est tout. Et l'indigène meurt, et c'est fini pour lui, à cause d'une croyance. Si c'est l'extrême négatif, qu'en est-il de l'extrême positif? Pourquoi est-ce que la chance, luck, c'est labeling under correct knowledge, alors que la peur, fear, c'est false education appearing real? Si vos connaissances sont erronées sur une chose, vous aurez peur. Si vous avez de la chance, c'est parce que vous agissez selon une connaissance correcte. Si vous trouvez un modèle à suivre, que vous vous entraînez et le faites bien, et que vous vous préparez et vous vous attendez au succès, vous deviendrez optimiste, ce qui est l'opposé du vaudou. L'optimisme est un high naturel, obtenu par les gens qui se préparent à gagner, qui s'inspirent des modèles qu'ils ont, de ce qu'ils étudient et de la persévérance qu'ils investissent dans leur préparation. L'endorphine, la morphine produite par le corps, la morphine naturelle est sécrétée chez les personnes qui ont de grandes attentes. Les opioïdes sont consommés par ceux qui ont de faibles attentes. Et parce qu'ils ne sont pas optimistes quant à leur avenir, parce qu'ils manquent d'estime de soi, parce qu'ils pensent n'avoir aucun contrôle. Leur conscience leur dit qu'ils doivent être comme tout le monde. Leur estime leur dit qu'ils ne valent pas grand-chose. Leur pensée leur dit qu'ils n'ont aucun contrôle. Leur image d'eux-mêmes leur dit qu'ils n'ont aucun objectif. Et leur anticipation leur dit que le seul moyen d'être heureux, c'est de prendre une dose. Juste une. Les personnes ayant une faible estime de soi, avec de faibles attentes, consomment des molécules extérieures, avec des effets secondaires dévastateurs. Les gagnants dans la vie, avec de grandes attentes, s'attendent à gagner et font ce qu'il faut pour y parvenir. Et ils produisent des endorphines. Les femmes les sécrètent pendant l'accouchement pour accompagner ce merveilleux événement. Les athlètes les sécrètent avec leur musique quand ils écoutent Chariots of Fire. Je pensais que c'était mon Walkman qui me faisait ça. Non, c'est d'avoir de grandes anticipations qui vous donnent cette euphorie naturelle. Vous voyez, c'est excitant. Vous chantez parce que vous êtes heureux. Et vous êtes heureux parce que vous chantez. Les deux provoquent la même sensation d'optimisme. Je suis optimiste quant à l'avenir. Je crois en la définition chinoise de la crise. En Chine, il y a 5000 ans, ils ont pris le mot crise et l'ont transformé en 3 symboles. Opportunité, chevauchant, le vent, dangereux. Une crise a 2 bordures, 2 côtés, 2 faces. C'est l'opportunité qui chevauche le vent dangereux. Alexander Graham Bell avait un membre de sa famille malentendant. Alors, il a inventé le téléphone comme une aide auditive, sans savoir qu'il allait résoudre une crise de communication pour le reste du monde. Il essayait simplement d'aider un membre de sa famille avec une aide auditive, et il a fini par inventer le téléphone. Je pensais que les inventions étaient créées par des gens qui voulaient gagner de l'argent. Ce n'est pas le cas. Elles sont inventées par des personnes comme vous et moi, qui veulent résoudre des problèmes et les transformer en opportunités. Si vous êtes conscient de l'abondance que vous avez, vous développez une conscience positive, vous vous ouvrez aux potentialités, vous commencez à avoir des opportunités. Si vous avez une bonne estime de vous, les problèmes deviennent une simple gêne temporaire. Et un obstacle se transforme en tremplin. Si vous avez un sentiment de contrôle, vous croyez que vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez aux choses, et vous et moi réagissons de manière efficace, plutôt que de réagir de façon irrationnelle. Si vous avez une bonne image de vous-même, c'est comme un thermostat. Vous commencez à contrôler la façon dont vous parlez, et pensez, et agissez. Et vous et moi visualisons. Nous visualisons à l'intérieur pendant que nous agissons à l'extérieur. Et si vous avez des attentes positives pour vous-même, alors vous êtes naturellement optimiste. C'est juste comme ça que vous êtes. Et vous voyez des opportunités dans les crises. Votre cerveau fonctionne un peu comme un missile à tête chercheuse. La question c'est, que se passe-t-il si vous ne définissez pas clairement votre cible? Eh bien, vous errez sans but. Mais si vous fixez une anticipation positive claire, autrement dit un but, votre cerveau s'aligne automatiquement sur cet objectif. Et ce n'est pas juste une idée ou une métaphore. Maxwell Maltz, dans son livre Psycho-Cybernetics, explique que vos anticipations déclenchent des mécanismes internes puissants qui ajustent chaque pensée et chaque action pour vous guider vers le point souhaité, autrement dit vers la réussite. De visualiser en détail un entraînement de musculation, par exemple, peut augmenter de façon mesurable votre force musculaire. Et cela a été prouvé scientifiquement. Alors avant chaque acte, prenez quelques minutes, voire quelques secondes, pour faire de l'anticipation positive.
C'est-à-dire, visualisez en détail ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Et croyez-moi, ça se fera. En tout cas dans la plupart des cas. Avant de répondre au téléphone qui sonne, anticipez une conversation agréable et fructifiante. Avant de vous lancer dans une tâche difficile, anticipez que vous allez réussir facilement. Vous pouvez être un grand gagnant, même si vous êtes un débutant. Si vous pensez que vous le pouvez, vous le pouvez. Si vous pensez que vous le pouvez, vous le pouvez. Relevez cette note de médiocre à excellent. Tentez le tout pour le tout. Si vous pensez que vous pouvez chevaucher votre propre talent et porter la médaille d'or. Si vous pensez que vous le pouvez. Peu importe que vous ayez déjà gagné ou non. Peu importe le score à la mi-temps. Ce n'est pas fini tant que le coup de sifflet final n'est pas donné. Continuez d'essayer et vous constaterez que vous avez gagné. Vous pouvez prospérer en période d'inflation et rediriger cette nation. Si vous pensez que vous le pouvez. Attrapez un rêve, puis croyez-y, allez de l'avant et travaillez. Et vous le réaliserez. Si vous pensez que vous le pouvez, vous le pouvez. Si vous pensez que vous le pouvez, vous le pouvez. Et nous pensons pouvoir. Et nous savons pouvoir. Et nous savons qu'il n'y a pas de temps à perdre. Mais nous savons aussi qu'il y a largement assez de temps pour gagner. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. Et moi, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Et promis, il sort très bientôt.